Ce que l'on subit nous creuse. Ce creux un jour sera rempli d'amour. Se venger est une impasse. Obtenir justice ne guérit rien. Ce que l'on subit nous grave. Un chemin vrai vers nous-mêmes. Vers une victoire de la tendresse, une proclamation de l'amour. Ce que l'on subit nous heurte, et ce heurt est un réveil, une démonstration magistrale que l'amour est largement de taille. Se victimiser nous éloigne. Chercher un coupable nous retarde. Vouloir une raison nous détourne. Croire à l'impasse nous condamne. Ce que l'on subit nous illumine. Ce que l'on subit nous enseigne. Ce que l'on subit nous réveille. Ce que l'on subit est un cadeau. Pour ce que j'ai subi, merci. Pour ce que j'ai subi, merci. Pour tout ce que j'ai subi, merci. Bienvenue sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement et de perdre quelques illusions et croyances, afin de faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, cela ne pose aucun problème de compréhension, chacune d'elles est une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. Allez, il est temps d'entrer, prenons une grande inspiration. Laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien et entrons sur le chemin vers l'incandescence. On joue un jeu dangereux aujourd'hui dans la société. C'est un peu comme s'il faut d'arriver à être constructif, collaboratif, tendre. On cherchait toujours à éviter d'être le bouc émissaire. Et que on collabore d'une certaine manière, de manière plus ou moins consciente, insidieusement à cette société violente. C'est vrai que finalement la meilleure stratégie pour ne pas être désigné comme le bouc émissaire, pour éviter d'être celui dont on se moque, éviter d'être celui que l'on rejette, éviter d'être celui qui est mis au banc de la société, ou qui va perdre son boulot, ou qui va perdre son ami, ou qui va perdre quelque chose, eh bien pour éviter cela, la meilleure stratégie reste quand même de se définir et se proclamer comme victime. Ah ouais. Si je suis victime, je suis pas le bourreau. Donc je suis pas le mal. Si je suis pas le mal, on ne peut pas me sacrifier. Ce qu'on oublie dans cette stratégie de vouloir être la bonne personne qui est pas du tout responsable, elle, hein. Non, elle a tout fait bien, c'est l'autre, le méchant, le mauvais. Ce qu'on oublie, c'est que pour pouvoir croire à cette histoire-là, se raconter cette histoire-là, être cette victime, proclamer qu'on est victime et ainsi éviter le risque d'être violenté, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de désigner quelqu'un qui est le mal, quelqu'un qui va être le bourreau du fameux triangle de Karpman. Il y a donc bien quelqu'un qui est responsable, vu que c'est pas moi qui le suis. Et dès l'instant où on est plusieurs à dire « c'est la faute à un tel », alors on peut le déshumaniser. Et une fois qu'on l'a déshumanisé, on peut faire ce qu'on veut avec. Il était
À partir du moment où on avait défini que les noirs n'étaient pas humains, mais étaient probablement entre l'animal et l'humain, on pouvait leur faire ce qu'on voulait. On pouvait les emmener en esclavage, on pouvait taper dessus, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y a pas de problème. Mais il fallait d'abord les déshumaniser, les mettre comme dans une catégorie un peu à part. Ce sont plus des humains, parce qu'ils ont commis tels actes. Alors on les déchoit de leur statut d'humain. Et on peut les sacrifier. C'est plus un humain. Tout va bien. Cette dynamique-là, qui est dangereuse selon moi, elle finit par nous opposer tous à tous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, pour ne pas risquer d'être violenté, je vais être la victime. Pour être la victime, il faut que je désigne un bourreau. Une fois que j'ai désigné un bourreau, c'est ce bourreau-là qui en prend plein la gueule, etc., 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 etc. Ça augmente l'anxiété et ça fait que encore plus de gens qui se victimisent. Ça fait des dynamiques qui créent des phénomènes sociaux comme on en a connu dans l'humanité, qui sont terribles. Qui sont terribles parce qu'évidemment ça mène à des conséquences qui peuvent être assez désastreuses, mais au-delà de ça, c'est déshumanisant pour tout le monde. Et surtout, c'est tellement insécurisant que comme on n'est pas en sécurité, on se détend pas. Comme on se détend pas, on n'est pas capable d'être sécurisant pour les autres parce qu'on est tendu. Donc il y a de moins en moins de sécurité. Et on en finit par regarder son voisin du coin de l'œil en se demandant est-ce que je dois le dénoncer ou pas? Est-ce qu'il faut pas que je le dénonce avant qu'il me dénonce? Le monde devient dangereux à cet endroit-là. Et j'espère que cette vidéo contribuera à déjouer cette arnaque et donner envie collectivement de jouer à d'autres jeux. Le jeu n'étant pas comment est-ce que je fais pour pas être le mauvais de l'histoire, en essayant de me présenter comme le bon, mais comment est-ce que on peut mettre bas les masques et ensemble se dire ok, on joue à autre chose. Viens, on joue à autre chose. On arrête de jouer à ça. On arrête de jouer à pile ou face. Un coup je gagne, un coup tu perds. On change de jeu et on fait autre chose. J'espère que cette vidéo en tout cas contribuera à ça. Et ouais, c'est pas mal le programme que nous avons devant nous. Alors je m'appelle Jean-Luc Devacter. Aujourd'hui, j'aime à me présenter comme facteur ordinaire d'un message extraordinaire. En gros, moi ce que j'aime, c'est proposer une plus grande profondeur et un plus grand alignement. Et dans la vie, j'accompagne des humains qui ont la particularité, en règle générale, d'être des entrepreneurs ou des personnes qui créent, des personnes qui ont besoin d'exprimer quelque chose, que ce soit des auteurs, des conférenciers, ça peut aussi être des artistes ou toutes sortes de personnes en fait qui veulent apporter quelque chose dans le monde. Alors, on y va pour cette nouvelle vidéo. Gros sujet, l'arnaque de la victimisation, parce qu'en fait, comme il y a une confusion qui est souvent faite entre le fait d'être victime et le fait de se victimiser, jadis j'utilisais une punchline comme j'aime bien, et ma punchline c'était les victimes attaquent en premier. Et c'était assez maladroitement dit, assez imprécis. J'aurais dû dire à l'époque, mais je le rectifie aujourd'hui, que finalement les personnes qui se donnent une identité de victime, qui se victimisent, qui se définissent et donc s'enferment dans une identité de victime, finissent par être dans l'obligation d'attaquer. C'est-à-dire attaquer voulant dire déterminer quel est le mal, et donc pointer du doigt ce qui doit être sacrifié, hein, parce que c'est ça le sens. Hein. Et donc quelque part réclamer justice, ce qui est une autre manière de réclamer vengeance. Hein, soyons bien d'accord, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, la justice humaine est beaucoup plus une histoire de vengeance qu'une histoire de réelle justice. Même s'il y a énormément de choses qui sont faites certainement que je ne connais pas, et énormément de personnes qui agissent pour humaniser, pour amener cela. J'ai notamment dans le mastermind que j'anime une personne qui est dans le monde des avocats, le monde juridique, et qui justement propose une autre manière de pratiquer le droit. Donc oui, je sais qu'il y a évidemment des êtres humains partout qui cherchent à se frayer un chemin et à apporter un supplément d'âme à tout ça. Les personnes qui s'identifient comme victimes, se définissent comme victimes et tirent profit de leur statut de victime, finissent par devenir des bourreaux d'autres. C'est parfois très subtil,
C'est souvent très subtil d'ailleurs, et c'est souvent validé par la société, parce que la société est très morale. Elle dit ça c'est bien, ça c'est mal. Bon, elle a ses propres intérêts, et la socioculture a ses propres chamans culturels. Regardons un petit peu en quoi c'est une arnaque, en quoi on pourrait, nous, ne pas tomber dans ce piège-là, et comment on peut aussi se proposer à soi-même et proposer autour de nous une autre manière d'être collectivement. Que ce soit parce qu'on va peut-être créer un petit collectif, ou une association, ou un écolieu, ou que sais-je, et que peut-être ça nous sera utile de faire attention à ces pièges-là pour ne pas les répliquer dans ces espaces-là. Alors quand je me victimise, donc quand je me définis comme une victime, ce qui n'a, alors je voudrais juste le souligner, le surligner, ça n'a absolument rien à voir, ce que je dis là, avec le fait de reconnaître les faits. Il y a des faits qui se sont produits, il y a des conséquences à ces faits, et d'en tenir compte, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur l'itinéraire d'une rédemption, pourquoi réparer et grandir. Donc assumer, réparer, grandir. Je ne suis pas en train de dire que ça là, c'est négociable. Non, 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 non. Il y a un acte qui est posé, il y a des conséquences à cet acte, on répare et on grandit. C'est juste, quand je fais ça, quand je me victimise, je me définis comme un espace qui a droit à quelque chose. Je m'auto-définis comme un espace qui a droit à quelque chose. J'ai donc droit à de l'attention, des égards, de la compréhension, de l'argent ou que sais-je. C'est une tangente à laquelle il est important de faire attention, parce que lorsque j'entre là, je ne suis plus en train de prendre soin de moi pour grandir, je suis en train de prendre quelque chose à l'extérieur pour compenser. Je suis en train d'obtenir des ressources par un biais un peu serpentard. Voilà, on n'est plus chez Gryffondor là. Là, on est chez Serpentard dans ce type de stratégie. Et notre société, à bien des égards, évolue vers cette stratégie qui est très efficace pour obtenir des ressources sans avoir à fournir aucune forme d'effort. Il est intéressant d'être reconnu comme une victime parce qu'on obtient des ressources sans avoir à fournir aucune forme d'effort. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de victime, que ça n'existe pas, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une stratégie, là, une arnaque, qui fait que du coup, on pourrait être tenté non plus d'être ensemble dans une logique de grandissons ensemble, prospérons ensemble, soyons clairs sur ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, posons un cadre et des règles que nous respectons et régulons lorsque ces règles sont transgressées. On est en mode comment j'obtiens des ressources sans effort. Cette stratégie-là, elle est quand même bien simple. Quand je suis reconnu comme victime, il y a plusieurs avantages. Déjà, je suis forcément une bonne personne. Donc déjà, je peux déjà continuer à refouler mon sentiment de culpabilité, je peux continuer à faire un déni sur tous les espaces de moi qui sont déséquilibrés, je peux continuer à ne pas faire le job en gros. Parce que si je suis une bonne personne et que c'est l'autre, du coup moi je peux ne pas faire le job, de m'équilibrer, et voilà. Donc c'est évidemment plus simple. À court terme, c'est plus confortable. Ça demande moins de se remettre en question. Ça me sécurise. Ça m'évite aussi d'être sacrifié comme la mauvaise personne. J'ai bien compris, depuis que je suis tout petit, j'ai bien compris un truc, j'ai bien intégré un truc, c'est que la mauvaise personne, à un moment donné, elle est désignée, on ne sait pas trop par qui, mais celle-là, elle prend cher. À l'école, la mauvaise personne, c'était celui qui avait les cheveux roux, ou qui avait quelques kilos en trop, ou qui avait un cheveu sur la langue. J'ai bien compris très vite que, oh là là, en fait, quand il y en a un qui est désigné comme la mauvaise personne, entre guillemets, il prend cher, lui. Donc, moi, pas avoir envie de vivre cette expérience, donc, moi, vouloir être bonne personne, et c'est intégré depuis le plus jeune âge, parce que la société dans laquelle on vit est fondamentalement violente. C'est dans ses fondements même, c'est dans son fonctionnement même. Un jour, quand ce sera l'heure de la conscience humaine, quand elle sera mûre pour ça, elle se dira « Ok, au point de départ de notre société, on a merdé, il faut qu'on change le point de départ de cette société, qu'on mette autre chose à la place. » Mais il faudra accepter aussi et consentir à tous les changements que ça implique.
Et pas sûr que ça se passe le mois prochain. Bon. Comme je veux pas être sacrifié pour une mauvaise personne, je vais juste m'arranger à quoi? Je vais m'arranger pour que ce soit dévié sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de voir qu'en fait tout le monde se moque de quelqu'un et que quelque part, peut-être vous avez à un moment donné soit participé, soit juste vous êtes tenu à l'écart pour éviter que ça tombe dessus. Et même si je vois bien que cette personne elle prend cher et qu'en fait elle n'a pas du tout mérité, il y a un endroit de moi où j'ai peur et où je vais juste faire un déni dessus en me disant non, non. Alors évidemment, il y en a qui vont se lever, qui vont s'insurger, enfin, tous les comportements existent, mais socialement, on voit bien, ça c'est quelque chose d'assez factuel, on l'a tous plus ou moins connu au collège ou au lycée, puis ça continue dans la société après, c'est pas différent. Cette dynamique, en fait, elle est vachement dangereuse parce que collectivement, c'est comme un poison qui prive chacun de ses responsabilités. On n'est plus dans une logique de « je suis responsable, donc capable de réponse, et je suis dans un contexte qui est soutenant pour que je puisse assumer, réparer et prendre la leçon, donc grandir ». Je suis dans un contexte dans lequel je dois esquiver le fait qu'on me pointe du doigt et que je prenne cher. Ça fait pas une société sécurisante, ça fait pas une société de gens responsables, ça fait une société ultra violente du sacrifice de quelqu'un d'autre pour ne pas être soi-même sacrifié. Bon, là-dessus, j'entends quelqu'un dans la salle qui me dit « Ok, mais bon, les victimes, ça existe !» 4 points d'exclamation. Alors oui et non. Oui et non. Je vous propose vraiment de regarder avec une autre grille de lecture. Encore une fois, ce que je dis n'est que ce que je dis. C'est ce que tu entends qui est sacré, bien évidemment. Et de toute façon, moi, je suis fondamentalement bien d'accord que chacun soit bien d'accord avec lui-même, même si on n'est pas d'accord ensemble. Ça me va bien. Alors oui, clairement, il y a des actes qu'on peut regarder ensemble, collectivement, et se dire que ça, on va le favoriser, et ça, on va l'éviter. C'est dans cette direction-là qu'on va, c'est très clair. Et pour aller dans cette direction-là collectivement ensemble, eh bien on va dire ça c'est préférable et souhaitable, ça ne l'est pas, et on va mettre en œuvre un certain nombre de choses pour que ça aille plutôt dans cette direction-là. Alors oui, évidemment, il y a des conséquences à certains actes qu'on doit prendre en compte, c'est évident. Clair et évident, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, de ma fenêtre à aujourd'hui, la seule manière d'avancer collectivement, et ça marche individuellement aussi, de manière saine, c'est de réparer ce qui peut l'être, apprendre de ce qui ne peut pas l'être, et de réaffirmer ce que nous voulons et ne voulons pas expérimenter ensemble et individuellement. Là, on gagne à chaque fois. Sinon, on stagne encore et encore et encore. On n'avance pas, on ne grandit pas, on ne répare pas, bref. L'option de « on va trouver le coupable, on va taper dessus pour rassurer tout le monde au détriment d'un être sensible qui va prendre cher parce qu'il va payer pour tout ce que le collectif n'est pas capable de vivre et de ressentir », ça va bien 2 minutes. On va jouer à ça jusqu'à quand? Moi, je peux vous dire que s'il y a des civilisations extraterrestres, elles regardent l'humanité, elles se marrent, quoi. C'est des bonobos, quoi, les humains. Elles doivent halluciner de voir comment on gère ça, en se disant « mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous !» Donc en fait, c'est quoi? Comment ils gèrent ça, eux? Ah, d'accord. Donc, il y en a un moment donné, il y en a un qui va être désigné comme coupable. Ok, lui va prendre cher pour tout ce que le collectif n'est pas capable d'expérimenter ensemble et individuellement, sérieux? Ils sont pas capables de vivre et ressentir ça, et donc ils font payer quelqu'un. Et ils appellent ça la justice. Wouh! Sérieux? Oui. Sérieux, on en est encore là. Bon, heureusement, je suppose que si je suis en train de m'énerver avec ça, c'est qu'on en est encore là, mais que ça va changer. Ou alors, peut-être que je parle pour rien, mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Se victimiser, et je parle pas d'être lucide et conscient d'un acte commis, de ses conséquences, et de faire en sorte d'amener collectivement à ce qui est réparation
et à ce qui est croissance de la sagesse. Encore une fois, j'essaie de vraiment, désolé, je me répète, mais c'est parce que je sais que ça peut tellement être difficile à entendre ce que je raconte, parce que c'est une autre manière de regarder les choses et on ne peut pas faire de pont entre les deux. C'est pas, vous ne pouvez pas raccrocher ça à la façon de fonctionner habituelle. C'est une autre manière de regarder les choses. Et elles n'ont rien à voir en commun. C'est un autre monde. Donc se victimiser, donc à un moment donné, se définir comme une victime. Dès l'instant où je me définis comme victime de quelqu'un, ça va très vite. Hein. Ça veut dire que dès l'instant où je pense que ce que je vis est déclenché par quelqu'un d'autre, ça y est, hein, c'est déjà fait. Hein. On est déjà en train de se victimiser. Parce que ce que je vis, je pourrais très bien en prendre soin, le réparer, voir ce que j'ai à apprendre, grandir avec ça, aimer, et faire plein de choses avec. Mais dès l'instant où je me dis, si je vis ça, c'est à cause de ça, c'est à cause d'un tel, instantanément, j'ai inventé un coupable. Et il faudra que je le déshumanise et que je le fasse payer d'une certaine manière, symbolique. Je vais le faire payer comment? Typiquement, voilà, je vous donne un petit exemple, vous allez voir tout de suite. J'ai vécu quelque chose d'inconfortable avec mon amie Germaine. Germaine, à un moment donné, elle a dit un truc qui m'a pas plu. Et je me suis pas senti très bien. Mais c'est la faute à Germaine, parce que Germaine n'aurait pas dû dire ça. Germaine aurait dû faire preuve de compassion. Germaine aurait dû le dire différemment. Germaine aurait dû être une autre personne, parce que franchement, Germaine, on commence à en avoir marre. C'est pas la première fois, en plus. Résultat des courses, je vais la sacrifier. Comment? Je vais aller en parler à Janine. Ah, tu sais pas ce que m'a dit Germaine, tu sais pas comment elle me l'a dit, tu trouves pas toi en ce moment que Germaine elle est un peu comme ça? Et blablabli et blablabla. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir l'oreille de Janine d'une dévalorisation de Germaine. Autrement dit, je suis en train de faire quoi? Diminuer la qualité relationnelle de Janine avec Germaine. Voilà. Petit exemple de la vie de tous les jours. Ça marche pour tout comme ça. Et ça marche pour ce qu'on dit, et ça marche pour ce qu'on pense. Parce que penser, c'est toucher. Je pense à quelqu'un, je le touche. Ça nous amène à un petit degré de responsabilité qui est assez sympathique. Donc, on va utiliser des stratégies qui peuvent être des petites choses comme ça. On comprend tout de suite, on va se dire, ouais, c'est pas bien grave, ça va. C'est pas bien grave. Mais les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et c'est toujours le même mécanisme. Et si ce n'est pas bien grave, c'est parce qu'en fait, moi, je suis peut-être pas à des positions de haute fonction. Parce que ce petit truc-là, quand je suis sénateur ou président, ça va quand même pas mal redégringoler sur beaucoup de monde. C'est toujours le même petit truc. Mais l'impact est beaucoup plus grand suivant la situation dans laquelle je me trouve. Si c'est avec ma copine Janine, c'est une chose. Si c'est avec mes enfants, les répercussions vont être d'une autre nature. Donc, ok. Quand on est victime de quelque chose et qu'on en souffre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? D'autre que de désigner un coupable et de le sacrifier plus ou moins symboliquement. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà individuellement et qu'est-ce qu'on peut apprendre à faire collectivement? Tout d'abord, première chose, d'abord on constate les faits. On les réalise. Je vais raconter une petite anecdote que je peux maintenant assez facilement divulguer parce que les personnes concernées ne sont plus de ce monde. Quand j'ai eu, je pense, 7, 8, 9 ans, je me souviens plus bien de l'âge, j'ai vécu des attouchements inappropriés de la part du second mari de ma grand-mère. Bon, voilà. Je le savais. J'ai été capable d'en parler. Je pensais que ça m'affectait pas tant que ça. Jusqu'au jour où j'ai un de mes amis qui me dit « Ce que tu as vécu là, imagine que ça soit fait sur tes filles. » Et là, j'ai pris une gifle formidable. Et je me suis dit « Mais moi, je le tue, le mec qui fait ça. » J'ai vu à quel point, à l'intérieur de moi, en réalité, j'avais pas fait un déni sur les faits,
J'avais pas réalisé pleinement les faits. J'avais comme fait une distanciation sur l'impact des faits. Et tout à coup, quand c'est projeté sur mes filles, j'ai quelque chose en moi qui s'élève, qui est très très fort. Tout simplement parce que constater est une chose, réaliser est important. Réaliser à quel point on a été heurté, on a été bougé, on a été dévié, on a été... Voilà, il s'est passé quelque chose de très fort en réalité. Ça, c'est la première chose. Quand on est victime de quelque chose, c'est juste de se dire, il y a déjà un cheminement pour juste... on le sait aujourd'hui, hein, quand les choses que l'on vit sont vraiment très désagréables, il y a un mécanisme de dissociation qui se fait pour comme ne pas nous faire vivre pleinement, en pleine conscience, quelque chose qui est vraiment pas OK. Donc du coup, il y a une partie de l'événement qui est comme gelée dans un congélateur à part, que les spécialistes m'excusent, hein, je suis pas un spécialiste de la question, mais moi je le comprends comme ça en tout cas. Et donc du coup, ce gel-là, en fait, il faut déjà le sortir du surgelé, il faut dégeler la viande, quoi, si je veux dire, pour y accéder, pour que ce soit constaté et réalisé. Parce que si j'ai pas ça, je ne peux pas être en paix. Donc, comme je suis pas en paix, je suis en guerre. Et comme je suis en guerre, je vais essayer de couper des têtes. Et est-ce qu'une fois que j'aurais coupé des têtes, j'irais mieux? Non, parce qu'en fait, j'aurais coupé la tête de mon grand-père, ça me serait pas... Enfin, mon grand-père, mon beau grand-père en l'occurrence, c'était pas mon grand-père vraiment. J'aurais coupé la tête, ça n'aurait rien changé à l'expérience que j'ai vécue et à la façon dont ça m'a heurté. Donc, si je vous raconte ça, c'est pour dire d'abord ça, première étape, important. Alors évidemment, pour faire ça, on a bien souvent besoin d'un accompagnement. On a besoin de quelqu'un qui est formé pour marcher avec nous, suivant le degré de choses que l'on a vécues et pas été capable de respirer, parce que c'était des choses qui étaient inappropriées. Okay ? Ensuite, la deuxième chose à faire. Ensuite, après, hein, donc déjà c'est ça. Et ça, vraiment, c'est conseillé de le faire accompagné. Moi, je vous le conseille. Je ne vous conseille pas de faire ça tout seul. D'accord ? Parce qu'il y a des niveaux de trauma où on a vraiment, vraiment besoin, ne fût-ce que d'une présence. Même quand on est en capacité de travailler sur soi de manière assez outillée. Deuxièmement, c'est réfuter d'une manière forte la vengeance. Pas la colère, la vengeance. La colère, c'est sain, c'est normal, c'est là, c'est une émotion. Quand je commence à diriger cette colère vers quelqu'un, c'est autre chose. Quand je fais de cette colère une action de destruction de l'autre, c'est autre chose. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça parce que d'abord, ça ne nous réparera pas, et ensuite, ça pourrait nous créer d'autres problèmes dans d'autres espaces. Donc on veut vraiment pas s'alourdir. D'accord ? On a déjà un truc à gérer, on ne veut pas s'en rajouter un plus pour plus tard. Donc on réfute toute forme de vengeance. On fait, ok, il faut que je trouve une manière de canaliser cette colère, mais je ne me vengerai pas, ni en parole, ni en acte, autant que faire se peut, ni en pensée, parce que penser à quelqu'un, c'est le toucher. Réflexe, non, j'envoie pas cette énergie vers quoi que ce soit. Il y a la colère, ok, il y a la colère, elle se vit à l'intérieur de moi, ok. 3, on fait l'état des lieux des dégâts occasionnés. On regarde, ok. Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui est tordu? On regarde. Froidement, lucidement, on fait l'état des lieux. 4, on prend soin de soi pour réparer. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, on répare. On met toute son énergie à réparer. Une fois qu'on a fait ça, on peut basculer de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est réparé, alors à ce moment-là, on peut de nouveau envisager d'ouvrir le champ vers l'autre. Sinon, on est en train de semer des graines qu'on va devoir récolter plus tard. Pas cool. Donc à partir de là, une fois que tout ça est fait, on peut essayer de comprendre l'autre, son fonctionnement et ce qui a motivé cet acte.
C'est pas une obligation ce que je dis là. Mais on peut le faire. Si on sent l'appel de se dire, ok, maintenant je veux comprendre en fait. Je veux pas juste... maintenant que j'ai plus le besoin de me venger, de le condamner, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on peut rentrer dans des phénomènes d'empathie qui sont extrêmement libérateurs pour le collectif. C'est une œuvre, hein, ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est pour ça que je dis, c'est si on en a l'appel, l'élan, mais c'est une œuvre qui est possible. Une fois qu'on s'est approché de l'autre, on a essayé de comprendre son fonctionnement, ce qui a motivé cet acte, et qu'on a des réponses où on est satisfait, on peut aller une étape plus loin, elle n'est pas facile, c'est voir qu'on porte également le potentiel de cet acte en soi. C'est de voir qu'on porte également le potentiel. Ça ne veut pas dire que, eh bien, il se pose et que l'acte se pose, mais que ce potentiel existe chez nous aussi. Et que c'est une question de circonstances, bien souvent, essentiellement, qui vont faire que l'acte va être manifesté ou va rester à l'état latent. Quand on a compris ça, il devient difficile de juger qui que ce soit. Parce que quand on voit que l'autre est comme nous, sur le fond, et qu'on porte les mêmes potentiels, et que ce qui fait que lui, il l'a exprimé, et que moi, je ne l'ai pas exprimé, c'est probablement beaucoup plus une question de contexte qu'une question de grandeur d'âme, à ce moment-là, on peut trouver une vraie paix. 7e étape. Une paix de soi à soi, parce qu'on a d'abord pris soin de soi, et une paix plus vaste, parce qu'on a pris tout le jus, tout l'apprentissage, toute la richesse de l'événement qu'on a vécu. Mais dans cet ordre-là, sinon, c'est pas possible. Et là, ce qui était un acte qui peut détruire une vie, devient un acte qui nourrit une vie. Parce que quand on a fait tout ce chemin-là, l'acte qui a été posé, il devient point de départ d'une richesse incommensurable. Donc c'est pas si simple de définir ce qui est bien et ce qui est mal finalement. C'est peut-être pas aussi simple. Alors comment est-ce qu'on réalise ça concrètement? Tout d'abord, en étant accompagné probablement. Ça c'est vraiment ce que je recommande. Parce que c'est un chemin, on ne monte pas l'Everest tout seul, on monte avec un guide. Eh bien, je pense que des chemins de réparation profonds, d'actes qui ont été posés sur nous et qui n'ont peut-être pas été posés à partir de l'amour, mais plutôt nous ont fait hériter de la peur. Ces actes-là, ils sont quelque part vivants dans notre système. Pour réaliser ça concrètement, en étant accompagné, c'est ce que je recommande, et en étant outillé. Ça peut être les deux. Je crois que pour certaines choses, être outillé ne suffit pas. Mais être outillé pour beaucoup de choses est déjà véritablement extrêmement utile. On peut faire énormément de choses lorsqu'on est bien outillé, sans forcément avoir besoin d'être constamment accompagné. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi sur cette arnaque de la victimisation. Si je devais résumer mon propos, c'est de te proposer d'avoir une attitude noble, déjà de toi vers toi, et ensuite de toi vers l'autre. Et c'est de proposer aussi cette attitude noble plus collectivement, parce que je crois qu'on a tous quelque chose à gagner à être dans un contexte dans lequel on joue à ça, dans lequel on s'est dit c'est à ça qu'on joue. Et quand viendra le moment où je me vois me victimiser et te condamner, je m'arrête. Je prends soin de moi. Je me répare. Et une fois que je me suis réparé, j'essaie de comprendre. Je vois que je suis comme toi, donc je peux me relier à toi. Et je trouve ma paix. Quand vous faites ce cycle complet, le bourreau est guéri. Quand vous êtes en face de quelqu'un, que vous posez un acte déséquilibré, que cette personne fait tout ce cycle, elle vous fait grandir. Moi, je le sais, je l'ai vécu ça. Face à quelqu'un qui a fait ça à plusieurs reprises en face de moi, et qui m'a permis de conscientiser à quel point j'étais con à un endroit. Et comme j'étais pas jugé, comme c'était pas de la vengeance, j'étais pas en résistance, et du coup j'ai été prêt à le voir
et à faire l'itinéraire de la rédemption, vidéo précédente. C'est-à-dire à redresser les choses là où c'était tordu. Si on veut que l'autre se redresse, ce n'est pas en lui tapant dessus que ça marche. Et si on veut se redresser collectivement, bien il est important de commencer par apprendre à devenir très bon à prendre soin de soi. Et ensuite, très intelligent à connaître l'autre et se connaître soi-même dans le même plan. Pour ce qui est des outils, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai à cœur de transmettre certains outils et qu'avec l'association Incandescence, on a à cœur de proposer des stages, des retraites, des formations, des livres qui permettent de se saisir d'un peu plus d'autorité sur soi, d'une capacité de transformer les peurs en confiance, en foi, et puis d'entrer un peu plus dans un dépouillement de l'ignorance pour entrer dans un espace de disponibilité à la vérité, à la connaissance. C'est tout ça qui est proposé, et bien d'autres choses. Je te laisserai voir dans le descriptif de cette vidéo eh bien, les informations pour voir si ça résonne avec toi et si certaines de nos propositions peuvent te rejoindre. L'arnaque de la victimisation, j'espère en tout cas avoir été... J'espère que ma parole aura été douce et pour les victimes et pour les bourreaux, et qu'elle a proposé aux uns et aux autres un terrain de réconciliation pour que nous puissions arrêter de nous taper dessus et commencer à nous lier et prospérer ensemble. C'était tout le sens en tout cas de cette vidéo. Je te remercie une fois de plus de ton attention, de m'avoir prêté tes oreilles, et je te retrouve peut-être dans la prochaine vidéo qui s'intitule le mensonge de la souffrance. On va encore essayer de dire des dingueries, des choses inhabituelles en tout cas, et peut-être te libérer de cette croyance communément admise comme quoi la souffrance est nécessaire, la souffrance est inévitable, la souffrance est utile. On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Je te dis à tout bientôt. Salut.